Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Société tous les 15 jours sur Téléfil 78 pour parler des sujets qui font l'actualité. Et pour cette nouvelle émission, nous nous intéressons au harcèlement à l'école. Alors c'est un sujet encore un peu tabou, mais on en parle de plus en plus. Le 26 novembre dernier, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, a présenté des mesures. Et puis dans les Yvelines comme dans les autres départements, il existe depuis un an des référents harcèlement. Un chiffre toutefois éloquent pour parler de ce sujet. Un élève sur 10 serait concerné. Alors nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur comment détecter les signes du harcèlement, évoquer les nouvelles formes que peuvent être par exemple le cyberharcèlement et puis évidemment les conseils à donner aux parents et aux enfants pour déculpabiliser et peut-être délivrer la parole. Alors autour de moi, trois référentes. Chantal Pithion-Rossillon, bonsoir. Vous êtes assistante sociale, conseillère technique référente harcèlement dans le département. Alors vous êtes plutôt en contact avec les parents des victimes de harcèlement. À votre côté, votre binôme, on peut dire ça comme ça. Kate Valfredini, vous êtes proviseur vie scolaire et vous êtes en lien avec les chefs d'établissement. Et puis avant d'exercer cette mission, ça c'est aussi intéressant, vous avez été notamment proviseur adjoint dans des établissements, notamment à Guyancourt. En face de vous, Karina Gigou, bonsoir. Vous êtes conseillère au C2A2E, qui dépend de l'académie. Vous faites partie d'une équipe de 9 personnes et vous intervenez à chaque fois qu'il y a un problème dans les établissements scolaires. Et puis la parole des parents qui sera portée ce soir. Bonsoir par Pierre Frodeau de la FCPE des Yvelines. Alors je l'ai dit, un enfant sur 10 serait concerné par le harcèlement. J'ai envie d'abord vous poser cette première question autour de la table. Qu'est-ce que le harcèlement? Qu'est-ce qui différencie le harcèlement, par exemple, d'un conflit dit classique dans une cour d'école avec deux gamins qui se bousculent? Ce qui peut définir le harcèlement par rapport à un titillement ou par rapport à une bagarre, c'est que quand deux enfants se bagarrent, il y a un sujet, il y a un objet autour de la bagarre. Et l'objet du harcèlement n'est pas un objet, justement. Ça peut être une qualité physique, ça peut être une différence, une stigmatisation sur une différence, et il n'y a pas un objet. En gros, une bagarre, elle a lieu si quelqu'un m'a piqué ma gomme, mais le harcèlement, c'est plus sur la personne en elle-même. C'est plus sur la personne en elle-même, et c'est de façon continue et répétée dans le temps. Il y a une notion temporelle qui est très importante dans les questions de harcèlement. D'accord. Donc si une fois un enfant dans une cour d'école, on le titille un petit peu parce qu'il est un peu gros peut-être, ou un peu petit ou un peu trop grand, ça c'est pas très grave, mais quand ça vient régulièrement, ça peut devenir du harcèlement, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est facile à déceler le harcèlement? Chantal? Non, ce n'est pas facile à déceler, c'est pour ça que on en fait une cause nationale, je dirais, parce que justement, dans le processus de harcèlement, le harcelé très vite se renferme. Et les signes qu'il lance s'activent, je dirais, doucement et sûrement. Et avant qu'il puisse être repéré comme justement provenant de harcèlement, il peut se passer énormément de temps, des semaines, des mois, des années. Donc c'est compliqué puisque effectivement, dans les signes qui sont lancés par les enfants, rien ne permet de penser que ça peut être du harcèlement. Et donc l'essentiel pour tous les adultes, que ce soit des professionnels ou les parents, c'est qu'on rentre dans les hypothèses, si je puis dire, qui peuvent être posées dès lors qu'un enfant ne va pas bien. Le harcèlement fasse partie des hypothèses à poser. Voilà, est-ce qu'il a perdu un parent récemment? Est-ce qu'il est maltraité? Est-ce qu'il a une difficulté scolaire majeure? Ou est-ce qu'il est harcelé? Voilà. Par exemple. On va parler des signes qui doivent alerter, mais je voudrais aussi, peut-être vous, Karina, vous pourriez me répondre. Le harcèlement, alors on a l'impression que c'est au collège, on a l'impression que plutôt au collège, plutôt à l'école. Quel moment il peut intervenir? À partir de quel âge on peut voir des harceleurs? Est-ce que vous avez déjà vu des harceleurs tout petits? Tout petits, oui. Alors, ça paraît incroyable, enfin. Le pédiopsychiatre Jean Chambry, avec lequel on travaille souvent, nous disait qu'à partir de 6 ans, on peut parler de harcèlement, dans la mesure où c'est l'âge de raison. Donc l'enfant est capable de distinguer le bien et le mal. Donc il a conscience qu'il s'acharne, ou en tout cas qu'il fait mal à celui qui va chercher. Donc un enfant dès 6 ans peut harceler un camarade? Oui, ça paraît un peu monstrueux comme ça fait peur, oui. Alors après, le harcèlement prend des formes différentes selon les âges. C'est-à-dire que voilà, quand on est au primaire, à l'élémentaire, on va surtout se taper dessus, se donner des coups de pied, voilà.
Quand on va vers les plus grands, on va davantage aboutir à un harcèlement qui sera plutôt d'ordre moral ou psychologique. D'accord. Quels sont alors justement les signes qui doivent inquiéter, alarmer? Chantal, vous êtes assistante sociale. Un repli sur soi, un isolement, un manque d'appétit, un décrochage scolaire à un moment donné, de l'agressivité aussi, parce que le harcelé peut essayer de se défendre. Voilà, toutes sortes de signes qui peuvent justement révéler autre chose que du harcèlement, mais le harcèlement peut occasionner ce type de difficultés chez l'enfant qui très vite, et c'est très fort dans les témoignages des adultes, très vite s'enferme parce que très honteux de la difficulté là qu'il rencontre dans sa relation aux autres et du fait que il a été ciblé par d'autres qui vont être violents avec lui. Parce que quand vous parlez des signes, vous dites manque d'appétit, repli sur soi, décrochage scolaire, etc., vous avez l'air très sûr de vous, ça veut dire que ce sont toujours les mêmes signes qui reviennent. Ce sont des signes qu'on retrouve chez les enfants qui ne vont pas bien, les enfants qui souffrent pour une raison ou pour une autre. Et un enfant en souffrance va exprimer, donc c'est chaque enfant va effectivement exprimer quelque chose pour dire qu'il ne va pas bien. Alors toute la difficulté, c'est dans le quotidien des parents qui souvent ont une activité, enfin pour la grande majorité d'entre eux, une activité professionnelle, y compris pour les mères de famille, c'est repérer l'enfant qui justement parce qu'il est très honteux, va essayer de masquer d'abord sa souffrance. Et ça peut durer très longtemps, jusqu'à un moment où il ne pourra plus de masquer et de cacher, et ça peut s'exprimer d'une façon très violente. Et nous avons des enfants qui disent un jour, soit par écrit, soit à un copain, j'ai envie de me suicider, et personne n'avait repéré auparavant, donc chez des plus jeunes, là, récemment nous avons des situations d'enfants de 6e, des enfants de 10-11 ans, qui ont exprimé ce besoin, je dirais, de mourir, et les parents ne se sont rendus compte de rien. Parce que l'enfant a réussi à masquer jusque-là ses souffrances. Ouais, c'est ça, l'enfant a honte, il n'ose pas déranger ses parents, et pas facile de libérer une parole d'enfant. On va faire une première pause dans cette émission. Alors justement, les signes qui doivent inquiéter, c'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va voir si les parents, les habitants ont conscience justement de ces signes. Je dirais qu'il rentre de l'école triste, et que le soir il n'est pas bien à la maison, il pleure, il est renfermé sur lui-même, après s'il reçoit des coups, forcément il y a des marques physiques. Un changement d'attitude, notamment au niveau du sommeil, au niveau de sa façon de s'alimenter. Et puis ça peut être aussi un changement de comportement vis-à-vis des autres. À mon avis, il faut dialoguer, parler tout simplement, parce que moi, le premier, j'ai été victime aussi un petit peu de harcèlement. J'ai pris des claques, des coups de pied, tout ce qui s'ensuit. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Pour détecter ça, il faut que les parents questionnent, ils surveillent les enfants, les accompagnent. Et il n'y a pas 36 solutions. Et puis les profs aussi, les enseignants, il faut faire attention à ça, parce qu'on voit bien un enfant qui est malheureux dans une cour, comment il se comporte, comme un petit chien qui est dans un coin, battu. Ah, c'est fort ce que dit ce monsieur. Il n'est pas tout jeune, il n'est pas tout vieux non plus, mais il n'est pas tout jeune. On sent quand même que c'est resté en lui profondément. C'est-à-dire que quand on est victime d'harcèlement étant jeune, ça reste, même en tant qu'adulte. On sent que les mots qu'il emploie sont quand même des mots forts. Chien battu, on sent qu'il parle un peu de lui quand même. On est marqué à vie. Ouais, on est marqué à vie. Voilà. Ce qui n'empêche pas de pouvoir aller beaucoup mieux et une fois que c'est pris en compte. On espère bien. Il reste des traces. Ouais. Justement, quel est le travail que vous faites quand vous êtes confronté à des enfants qui ont pu libérer leur parole? Parce qu'on comprend bien que c'est pas facile, qui viennent toquer à votre porte. Il y a des numéros de téléphone qui vont s'afficher au cours de l'émission. C'est quoi les premiers mots? Je te crois déjà. Ouais. Je crois que c'est important de dire à l'enfant qu'on croit ce qu'il nous dit, ne pas se cacher derrière l'idée de la crise d'adolescence ou l'idée que l'enfant affabule ou voilà. Ne pas lui dire que c'est du petit harcèlement que ça va passer. Non, je crois qu'il faut prendre en compte sa parole, c'est important. Parce que lui, il a certainement perdu un peu confiance dans l'adulte aussi, quand et dans on les lui, rencontre. et dans l'adulte. Dans lui, bien sûr, oui, évidemment.
Ça fait partie du travail de reconstruction, c'est de lui redonner confiance dans le monde des adultes. Alors ça va dépendre aussi du temps qu'il aura subi du harcèlement, mais effectivement la prise en compte de sa parole est fondamentale. Et ensuite en faire quelque chose évidemment de cette parole. Et rencontrer le plus vite possible ses parents. C'est essentiel que les parents soient associés le plus vite possible si l'enfant s'est exprimé à l'école. Si c'est exprimé à la maison, c'est essentiel que les parents se rapprochent de l'école pour qu'ensuite il y ait un travail d'équipe autour de la situation. Et Kate, vous, c'est aussi votre travail de rencontrer justement ces enseignants, ces chefs d'établissement. Alors, vous leur dites quoi? Parce que c'est pas facile de régler ce type de problème. Alors en général, nous avons évalué un petit peu la situation en amont avec Chantal Pition. Donc on a un petit peu une idée sur le contexte, sur la situation. Et du coup, ma partie, c'est de prendre la tâche des chefs d'établissement et d'essayer d'évaluer avec eux la situation de l'enfant dans l'établissement, de l'élève. Et ensuite, en fait, à la lumière de ce que le chef d'établissement me raconte, on essaye de trouver ensemble des solutions pour que le chef d'établissement puisse prendre en compte de manière globale la situation de l'enfant dans son établissement. Il peut y avoir des sanctions envers ces harceleurs. Il peut. Sont jeunes, vous dites à partir de 6 ans, je pense qu'on peut rien faire il sur doit. un enfant de 6 ans. Mais... C'est pas qu'il peut, c'est que les harceleurs doivent absolument être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. Il faut que la sanction soit éducative. Il faut que la victime puisse être reconnue en tant que victime. Donc c'est très très important. Mais le harceleur seul ne suffit pas. Il faut aussi que l'ensemble des témoins puissent. Il faut aussi avoir une action sur l'ensemble des témoins. En fait, les situations de harcèlement, c'est toujours une situation à trois. Il y a toujours une victime, un auteur et des témoins. Et sans cette relation à trois, le harcèlement ne peut pas exister. Donc les témoins font que la situation de harcèlement existe. Et vous occupez aussi des témoins, ce que vous appelez des témoins, c'est-à-dire ceux qui ont assisté aux scènes de harcèlement. Alors en fait, nous, les préconisations que l'on fait auprès des équipes dans les établissements scolaires, c'est bien entendu de prendre en compte les témoins et d'essayer de trouver des actions pour travailler et d'agir aussi auprès des témoins. Je voudrais une autre question, alors, parce qu'on a beaucoup parlé des harcelés, mais qui sont ces harceleurs? Est-ce qu'il y a des milieux sociaux qui sont touchés? Est-ce que c'est des profils qu'on peut repérer sur peut-être des enfants issus de milieux violents, ou en tout cas où il y a un peu, la violence est un peu... Ou alors vous allez me répondre non, en fait on les trouve partout. On les trouve partout. On les trouve partout, mon Dieu. Alors, en fait, ce sont des enfants qui ont également une mauvaise estime d'eux-mêmes, comme le harcelé, mais ils vont essayer de la réparer autrement. Et donc en prenant le pouvoir, en essayant de dominer quelqu'un d'autre, pour essayer justement de se reconstruire. Bon, c'est pas la bonne solution, mais en tout cas, ce sont des enfants parfois qui ont un modèle aussi, où on les pousse à la compétition, on les pousse à être meilleurs que les autres, ou au contraire qui sont abîmés dans leur estime d'eux-mêmes, qui sont dévalorisés à l'école ou dévalorisés chez eux, et qui à un moment vont chercher à être un meneur, être un leader, à être meilleur que les autres et à s'imposer par la force, par la vantardise ou... Voilà, en prenant la domination sur Pierre Frodon, on ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission. Non, moi comment vous réagissez à tout ça? Alors, vous n'êtes pas spécialiste harcèlement à la FCPE, mais en tant que... Oui, je ne suis pas spécialiste du harcèlement, mais ce que j'entends, bien évidemment, c'est le rôle de l'adulte. Et on s'aperçoit que ce que nous, on appelle la casse de l'éducation nationale, donc tous les enseignants qui sont partis, font qu'il y a de moins en moins d'adultes devant les élèves, que ce soit dans les collèges, dans les lycées ou même dans les écoles. Et pour soigner le harcèlement, il faut repérer les harceleurs, les témoins. Et ça, les adultes, quand les adultes ne sont pas là, il ne se passe rien, quoi. Donc, bien évidemment, il faut... Des adultes référents, il y en a ici autour de cette table. Oui, mais ils ne sont pas très nombreux, finalement. Vous avez des collèges et des lycées où il n'y a pas grand monde. Il n'y a plus d'assistantes sociales, il n'y a plus d'infirmières. À qui on parle, finalement? Et puis, il y a aussi un autre phénomène, moi, dont je crois qu'il faut qu'on parle aussi, c'est les enfants qui sont harcelés par les enseignants ou les enseignants harcelés par les enfants. Tout ça, c'est une communauté. Ça existe, des professeurs qui harcèlent les élèves? On a des exemples, nous. Ouais. Vous avez déjà eu des cas, non?
À traiter, nous, Oui. depuis que nous sommes référents, non, on n'a pas Non, de non. situation de la sorte. Non, parce qu'en fait, nous, le cadre dans lequel on intervient C'est est un vraiment cadre très très précis. En fait, D'accord. c'est des familles qui interpellent l'institution scolaire pour les accompagner à résoudre une question. Et nous, notre champ d'action, c'est vraiment le harcèlement entre élèves. D'accord. On va continuer cette émission. On va parler d'une nouvelle forme de harcèlement qui est le cyberharcèlement. Ouais, je vous vois lever les yeux. Effectivement, c'est visiblement une forme de harcèlement qui est de plus en plus préoccupante. On va d'abord regarder un extrait d'un spot du ministère de l'Éducation. Putain, mais t'as vu ce gros porc, c'est dégueulasse, sale. Ça me déborde de partout. C'est abusé. Il va sortir avec ça. Tu l'as déjà vu sortir avec quelqu'un? T'es méchant. Non, mais je m'imagine. Ah ouais, là, ça fait un buzz. Ça fait un buzz. Comment il est gros, Le ventre, comment il dépasse le t-shirt. Oh, le pauvre, c'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Voilà, on a le bandeau du site internet, donc il ne faut pas hésiter, parce que ce site internet est particulièrement bien fait, il y a plein de fiches. Alors le cyberharcèlement, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est-à-dire le fait, par exemple, cet enfant qui est un peu gros et qui prend en photo, et les photos sont envoyées aux camarades, et voilà, le réseau, c'est une vraie toile, donc ça part très vite. C'est la complexité du cyberharcèlement, effectivement, c'est qu'on va y avoir une multiplication du coup des témoins, et puis une information qui va très très vite, et tant la photo que les commentaires aussi qu'on entend, qui sont évidemment extrêmement blessants pour celui qui est visé. Alors que faire ? Déjà, apprendre aux jeunes à utiliser correctement Internet, c'est un outil fabuleux. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de raison de les diaboliser à condition qu'ils soient bien utilisés. Et respecter, aussi apprendre du coup à nos jeunes qu'il y a des règles à respecter, qu'on n'utilise pas l'image de n'importe qui, enfin l'image d'une personne n'importe comment, qu'il y a des atteintes à la vie privée qui sont inacceptables, et qu'à la liberté d'expression correspond aussi des droits et des devoirs, et qu'ils doivent les respecter en publiant, et en envoyant ainsi les images des uns et des autres, ou des commentaires, ou diffuser des ragots aussi. Quel conseil, effectivement, on peut donner aux parents alors, qui voient leur enfant pas bien, les parents apprennent que leur enfant est victime de harcèlement, alors que ce soit du cyberharcèlement ou un autre type de harcèlement. Quel est le premier conseil qu'on peut donner ? Je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est que les parents s'autorisent à se rapprocher de l'établissement scolaire, parce que s'il y a cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24. C'est à la maison, c'est dehors et c'est dans l'école. Je vous coupe juste un instant parce que c'est vrai qu'on voit le numéro de téléphone qui s'affiche. Le deuxième numéro, le 0800 200 000, c'est un numéro très important. Vous me l'avez dit en préparant cette émission, parce que c'est le numéro pour tout ce qui est évidemment attrait au net, à Internet, voilà, et au cyberharcèlement. C'est vraiment une équipe spécialisée sur cette problématique-là. C'est dire combien c'est important. Donc des conseils techniques et des conseils aussi quant aux droits des mineurs et des familles par rapport à tout ce qui se passe justement dans le cadre du cyberharcèlement. Donc appeler ces numéros, se rapprocher de l'établissement scolaire, et dans l'idée qu'effectivement on est bien sur le travail d'équipe, c'est l'affaire de tous, ce ne doit pas être l'affaire que de spécialistes, on est vraiment sur la notion d'un travail d'équipe, et à réfléchir justement dans l'établissement scolaire avec les parents sur ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger l'enfant, s'occuper du harceleur, s'occuper justement des témoins, mettre en place aussi des actions de prévention qui se développent énormément dans les établissements scolaires. Il y a encore à faire, mais il y a énormément de travail actuellement en termes de prévention, et que les adultes aussi se fassent confiance. Dès lors qu'il y a de la confiance entre les parents et les équipes des établissements, tout est possible.
Il faut que l'enfant sente qu'autour de lui, les adultes vont être en confiance entre eux et en cohérence. Et je pense que c'est aussi important de dire aux parents qu'il faut déculpabiliser. Parce qu'un parent qui ne se rend pas compte que son enfant était harcelé, que ça dure depuis des mois, c'est pas facile à détecter. Je pense que alors, il doit y avoir énormément, quand vous avez les parents au téléphone, je pense que la culpabilisation doit être juste énorme. Alors non seulement au téléphone, mais effectivement quand nous les recevons à la direction académique, pour toutes les situations pour lesquelles nous sommes saisis, il y a un niveau de culpabilité terrible et on ressent et chez l'enfant et chez les parents une souffrance effectivement au regard de ce qui a été vécu et le parent qui se dit, mais qui nous disent, et comment j'ai pu, en tant que parent, comment j'ai pu ne pas reconnaître chez mon enfant cette souffrance. Parce qu'au moment où effectivement l'enfant s'exprime, à ce moment-là, le niveau de souffrance apparaît. Il peut être extrêmement important et ce sont des entretiens de ce point de vue-là qui sont un peu difficiles et les parents aussi effectivement. Donc voilà, de fait, ce qui est important, c'est de leur dire que c'est un phénomène qu'on prend en compte depuis peu de temps, je dirais, en France, que tout le monde découvre et qu'ils n'avaient pas peut-être justement les bons outils et ils ne savaient pas que ça pouvait faire partie de la vie de leur enfant. Donc c'est difficile d'être parent, on ne peut pas tout savoir. Et l'important, c'est que maintenant, on sait mieux, on sait plus, c'est qu'ils soient vigilants. Dire Fodo, c'est pas facile d'être parent. Non, c'est pas facile d'être parent, c'est pas un métier qui s'apprend, bien sûr. Mais je crois qu'il faut ajouter qu'on est tous potentiellement parents d'enfants harcelés, mais aussi d'enfants harceleurs. Donc il faut aussi se prémunir contre ça. Et je crois que ce qui fait beaucoup de mal, c'est ces émissions de télévision qui fonctionnent uniquement sur l'élimination, finalement. Et les enfants reproduisent finalement, harceler quelqu'un, c'est essayer de l'éliminer d'une façon ou d'une autre. Et donc faire comprendre aux enfants que ça reste des jeux et que dans la réalité, la réalité n'est pas celle-là et que le risque est grand. Quand vous parlez de compétition, que beaucoup d'enfants sont en compétition et du coup n'ont pas d'autre moyen que d'harceler pour éliminer. Voilà, mais un concurrent potentiel. Meilleure note, ça pose le problème des notes aussi. Mais bon, c'est autre chose. Je voudrais maintenant qu'on écoute Léa. Alors Léa, elle est élue maire du conseil municipal des enfants de Guyancourt. Elle était venue en plateau sur le 7-8 pour parler d'un tout autre sujet qui était la journée des droits de l'enfant. Et malgré tout, elle nous a aussi parlé du harcèlement. On va écouter ce qu'elle disait sur ce sujet. C'est pas toujours facile d'être un enfant ? Non, c'est pas facile. Puis à cet âge-là, c'est un peu la loi du plus fort aussi. Oui, ça m'est arrivé de vivre ça est arrivé à des personnes que je connais. C'est malheureusement la vie. Et c'est pas facile pour tout le monde de s'en sortir. Et souvent, les personnes, les victimes peuvent devenir par la suite celles qui font subir le harcèlement à d'autres personnes. Il faut en parler, il faut réagir parce que parfois on ne se rend pas tout à fait compte de la gravité de la situation. Et ça peut très vite dégénérer. Ça peut très vite dégénérer, ça on l'a bien compris. Quand elle dit, Léa, finalement les harcelés peuvent devenir des harceleurs, ça c'est des choses que vous voyez, ça veut dire qu'il faut vraiment s'occuper de façon importante du problème. C'est pour ça que c'est très très complexe et c'est aussi pour ça que c'est compliqué à détecter dans les établissements scolaires parce qu'on arrive parfois, c'est difficile de détricoter le harceleur du harcelé. Parce que bien souvent, le harceleur était un harcelé, le harcelé était un harceleur. Et du coup, le travail à faire, c'est aussi un petit peu de remettre chacun à sa bonne place et que chaque enfant puisse s'exprimer et puisse exprimer aussi son mal-être. Ouais, c'est ce qu'elle disait, c'est important de parler. Alors, juste une dernière chose sur le fait que l'enfant, donc on l'a bien compris, c'est difficile pour lui de parler, il a peur de déranger ses parents qui travaillent, peut-être qu'ils sont aussi en situation de divorce. Alors, encore plus, l'enfant est replié sur lui-même et veut surtout pas embêter ses parents qui se disputent. Il a parfois honte de la situation, alors qu'il ne devrait pas en avoir, mais il a honte. Comment on fait pour libérer une parole d'enfant ? Quels sont les premiers mots sur un parent, par exemple? Quel conseil on peut donner à un parent qui sent que son enfant est un peu en perdition, il y a quelque chose qui ne va pas, les premiers mots à utiliser? Alors moi je pense qu'il n'y a pas forcément de premiers mots à utiliser, mais d'être attentif et de toujours préserver une bonne qualité de relation avec son enfant, même si c'est un adolescent qui est un petit peu refusant, mais de toujours montrer des signes à son enfant qu'on s'intéresse à lui.
Et je pense que c'est vraiment très très important. Et c'est important quand on est parent, c'est important aussi quand on travaille dans un établissement scolaire. On n'a pas forcément toujours en tant que parent les bons mots, les mots justes. Oui, oui. Est-ce qu'on a dit ce qu'il fallait? On ne sait pas. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment que l'enfant sente que ses parents s'intéressent. Et petit à petit, la parole peut se libérer. Mais s'il n'y a pas ce sentiment, voilà. L'enfant, de toute façon, n'aura pas confiance. Rester proche de son enfant et voilà, s'intéresser à ce qu'il dit, oui. Et si effectivement les parents se rendent compte que l'enfant n'a pas l'air d'aller très bien et que l'enfant ne parle pas, peut-être s'autoriser là aussi à aller vers l'école, vers l'établissement scolaire, pour savoir si au sein de l'institution scolaire, l'enfant a pu montrer des signes là aussi de souffrance ou d'inquiétude. Donc ne pas rester isolé dans une situation comme ça, penser qu'il y a des gens autour de vous, autour de l'établissement scolaire qui sont là. Pas avoir peur de l'école. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de l'école, qui ont peur d'entrer dans l'école. Alors on utilise les outils là qui sont les numéros verts, voilà, qui sont là se sont affichés pendant toute la durée de l'émission. Merci en tout cas vous quatre d'être venus sur le plateau, et donc les numéros se sont affichés. N'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à aller sur le site agir contre le harcèlement à l'école.gouv.fr. Il est particulièrement bien fait. Merci de votre attention. Bonne soirée.